Alors, cher Sylvain, bonjour. Je vais te tutoyer pour cet entretien parce que je te connais depuis assez longtemps. Par contre, on ne va pas dire de mensonges. Nous ne sommes pas à Marseille. Nous sommes encore chacun confinés et loin l'un de l'autre d'ailleurs. On est content que les ondes nous permettent d'échanger. On va parler essentiellement, je pense, avec peut-être des petits retours vers d'autres part de ton travail, mais quand même, il y a de quoi faire avec ce cinquième roman chez l'Arbalète Gallimard, qui n'est pas ton premier, qui n'est pas ton cinquième, je veux dire, qui est le neuvième livre, si je compte bien, au total, puisqu'il y en a eu ailleurs. Et donc, cinquième chez l'Arbalète, qui s'appelle Par les routes, et non pas l'autostoppeur. Nous y viendrons, cet autostoppeur, mais moi, je l'ai longtemps appelé l'autostoppeur mentalement, et je pense ne pas être le seul, mais il s'appelle Par les routes, qui est un titre tout à fait exemplaire de ce qu'il s'y passe également, qui est paru à la rentrée littéraire 2020, donc chez l'Arbalète, et qui a rencontré aussitôt un grand succès public et critique, ainsi que les gazettes le disent, hein, c'est la formule consacrée, jusqu'à obtenir le prix Femina. Et on s'en réjouit, on s'en est réjoui, d'autant plus que c'est effectivement un livre qui, sans être un feel-good, fait du bien parce qu'il favorise l'échange. Moi, c'est un livre qui m'a permis, par exemple, de discuter avec des lecteurs qui n'étaient pas comme moi, enfin qui n'étaient pas le même lecteur que moi. C'est un livre assez ouvert dans ce qu'il propose. On va en parler par la suite, cette histoire d'autostoppeur, donc, et d'un narrateur qui sont donc deux personnages qui se croisent, autour desquels l'intrigue tourne. Mais ma première question pour te saluer, Sylvain, serait de te demander, puisque nous ne sommes pas à Marseille et que ce festival n'est pas le seul à être annulé, et alors il se trouve que ta route de voyageur depuis l'automne dernier, du fait du succès du livre, mais aussi de ton aptitude à la rencontre, t'as amené un peu partout et que tout s'est arrêté d'un coup. Et que j'aimerais te demander, pour toi-même, en tant qu'individu, dans ce contexte-là, et puis aussi comme ce que nous vivons tous, qu'est-ce que ça te fait d'un coup, toi qui étais par les routes cet hiver, beaucoup, d'être arrêté depuis maintenant presque 2 mois et demi, d'être arrêté, confiné et en position pause. Bonjour, Gwenaël. C'est vrai que je suis content aussi qu'on se retrouve. On est pas mal là chacun derrière notre écran, mais c'est vrai qu'on serait quand même mieux à Marseille. Il n'y a pas photo, avec peut-être une petite baignade entre deux rencontres qu'on irait écouter ou animer ou auxquelles participer. Donc c'est vrai que ça manque beaucoup. Moi, je l'attendais avec beaucoup de joie et d'impatience, ce festival aux les beaux jours. Et bon, voilà. Le foutu Covid qui nous en prive. Mais voilà, en tout cas, moi, d'être arrêté, bon, ben, voilà, il y a cette évidemment, cette tristesse de voir plein de choses attendues comme ça, dont on se faisait un peu une fête, qui deviennent impossibles. Il y a l'inquiétude, évidemment, un peu de savoir comment tout ça va évoluer. Après, moi, j'étais d'un autre côté aussi. Comment dire, on n'est pas les plus démunis quand on aime lire ou écrire et tout. Le confinement est clairement pas, je pense, de toute façon, on le vit pas dans les mêmes conditions que des gens dont le travail est de continuer à aller s'exposer au virus ou des gens qui sont seuls et pour lesquels cette solitude devient très très vite extrêmement pesante. Moi, voilà, j'étais en famille à Arles. Je retrouvais en même temps les miens que j'avais peu vus effectivement ces derniers mois. Donc ça aussi, c'était quand même un peu, c'était chouette. Voilà, j'étais heureux. Le livre Par les routes, il est tout entier construit autour de l'oscillation entre ces deux désirs, quoi. Le plaisir de faire des rencontres, d'être parfois comme ça dans l'ouverture comme ça de la vie, avec tout ce qu'elle offre, et d'un autre côté l'envie d'être chez soi aussi. Donc là, j'ai été servi en termes de fusion avec les miens, avec mes enfants, avec ma compagne. C'était pour ça, c'était chouette, voilà.
Ok, et donc ce livre, effectivement, il y a un jeu à la première personne qui est un narrateur qui s'appelle Sacha. La première personne pour un narrateur, ce n'est pas forcément l'habitude dans tes romans, qui sont souvent à la troisième personne, ou alors selon d'autres modalités. Il y avait le magnifique Lave et Bailly, où il y avait une voix qui reprenait une histoire racontée. Mais la première personne de façon frontale n'est pas l'habitude chez toi. Effectivement, on commence par un jeu qui a une quarantaine d'années et qui écrit, mais qui n'a donc pas de famille, qui est célibataire et qui vient s'installer dans une petite ville du Sud. Dans cette ville du Sud, il y retrouve un cousin perdu de vue, et puis surtout, très vite, cet autostoppeur perdu de vue également, mais volontairement depuis 20 ans. Une autre moitié de vie pour le coup. Cet autostoppeur n'est pas nommé, on ne saura jamais son prénom. Dans le dialogue introductif où il apprend qu'il est là, le prénom est tu, c'est-à-dire que c'est une forme d'entité. Ça lui donne un côté à la fois présent et absent aussi, évidemment. Et puis la présence et l'absence, c'est sa fonction parce qu'il s'appelle pas l'autostoppeur pour rien. C'est un type à la fois très accueillant, très chaleureux. Ils ont été fâchés, mais ils ne le sont plus. En tout cas, ils ont cessé de se voir. On ne sait pas non plus la raison de cette rupture-là. Il y a 20 ans. Mais l'autostoppeur accueille Sacha chez lui, où il y a sa femme, son jeune enfant. Et puis, sitôt, Sacha, accueilli chez lui, s'en va. Enfin, c'est déjà ce qu'il fait, hein, mais il s'en va de plus en plus au fur et à mesure du livre. C'est-à-dire que cet état, par moment, en quelque sorte, devient une forme de permanence. C'est-à-dire que là où, par moment, il s'en va, au bout d'un moment, il est tout le temps parti. Pour tracer un petit fil narratif d'une partie du roman et de ce rapport entre les deux. Et effectivement, il y a cette situation d'énonciation. Ce jeu qui, dans les logiques de l'autofiction, pourrait très vite nous faire penser à un Sylvain Prudhomme, puisque c'est à la première personne, le prénom, c'est un S, c'est à peu près ton âge, c'est à peu près certaines de tes préoccupations. Et puis, cet autostoppeur, il se trouve que le premier indice, on trouve ça assez vite, c'est que, quand on a pu te croiser, c'est qu'on sait que tu pratiques le stop. Donc, je me suis dit à différents indices que l'autostoppeur, c'était tout autant toi, de toute façon, que ce jeu. Ce qui permet de déjà de jeter le trouble à cet endroit-là et qu'on ne se fixe pas en tant que lecteur sur ta personne et qu'on ne soit pas donc dans une ouverture de placard, une autofiction ou un déballage ou quelque chose de ce genre. Pardon, le téléphone sonne au mauvais moment. Voilà, qu'on ne soit pas en tant que lecteur dans cette position-là, mais même le récit en lui-même, la narration est super amplifiée par ça. C'est-à-dire que le croisement des deux, la façon dont ils se complètent est magnifié. C'est-à-dire que l'autostoppeur ne nous raconte pas la première personne ses voyages, mais les raconte par une autre voix et Sacha les fantasmes aussi par moment. Donc ça permet, il me semble que ça permet au lecteur, mais ça permet aussi à la narration plus de liberté. J'aimerais te demander, pour en venir après cette considération-là, à une première véritable question. Ce jeu que j'ai observé, donc cette histoire d'énonciation, cet autostoppeur mystérieux, est-ce que c'est dans quel ordre ça s'est mis en place? C'est-à-dire que est-ce que ce qu'on lit comme le début du roman a été le début du roman et soudain l'autostoppeur est apparu comme une solution, ou est-ce qu'il te fallait parler d'autostop depuis longtemps et que tu as trouvé l'astuce d'une autre façon? Est-ce que tu te rappelles de la façon dont tout ça s'est mis en place? Oui, c'est vrai que ce jeu, ce pronom voilà, de première personne, il est très important. Il était là dès le début. Je me rappelle parfaitement de la façon dont ça s'est passé. Oui, c'est le début du roman. Ça a été vraiment la première phrase telle qu'elle est. Elle a été à peu près toujours la même. Enfin, elle est restée. C'est comme ça que ça a commencé. Le déclic, ça a été le moment où je me suis dit que l'histoire ne serait pas racontée par l'autostoppeur, par celui qui faisait du stop. Effectivement, depuis longtemps, je voyais bien que le stop m'intéressait pour tout ce qui créait de situations, pour les rencontres qu'il permettait de faire, aussi pour une certaine ressemblance qu'il avait avec la vie tout entière. On fait des bouts de chemin avec des gens, le hasard comme ça nous fait rencontrer des gens, et puis ensuite les chemins se séparent. Il y avait quelque chose comme ça en condensé qui était très, très proche de la vie. Donc, je voulais faire quelque chose sur le stop, mais je ne sentais pas du tout d'avoir un personnage de baroudeur, d'autostoppeur qui aurait fait une galerie comme ça de personnages, d'automobilistes rencontrés. Et donc, le déclic, ça a été le moment où
où j'ai l'idée que tout serait raconté par l'ami de l'autostoppeur, par celui qui est resté, au contraire. Et je me suis dit, oui, on va retrouver l'autostoppeur des années après. On va voir ce qu'il est devenu, ce que devient cette envie de liberté, cette expérience de la liberté, comment elle, comment elle vit l'épreuve du temps, des années qui passent. Et, euh, et donc voilà, le double déclic, ça a été ça, que à la fois ce soit celui qui reste, qui raconte, et qu'aussi il y a eu ce temps qui soit passé, en fait, qu'ils aient été séparés pendant longtemps, et qu'il y ait ce moment de bilan un peu. Donc la première phrase, vraiment, je me souviens de l'avoir écrite dans un carnet comme ça, dans le train, en me disant, voilà, ça pourrait commencer comme ça crée tout un passif entre les personnages, qui est une zone de tension, d'ombre, un peu d'énigme, qui, moi, me laisse après, du point de vue romanesque, il y a tout un sous-sol un peu qui est déjà là, qui affleure, dans lequel je vais pouvoir creuser. Il y a une complexité qui précède la première phrase, en quelque sorte. Voilà. C'est ça, il y a un état des lieux à 40 ans et en même temps, ça coupe court à la nostalgie parce que ça reste assez mystérieux tout ça. On ne sait pas ce qu'ils ont fait ensemble. Il y a une petite énumération, on se rend compte qu'ils ont apparemment voyagé très loin, mais à aucun moment on est sur le récit de jeunesse héroïque. Voilà, on est au passé composé. J'ai rencontré l'autostoppeur et donc le récit est au présent et c'est ça qui l'intéresse. C'est-à-dire que à ce moment-là, le mi-temps de la vie, partir ou rester. On va y revenir plus tard, mais j'aimerais qu'on reste sur cette histoire d'autostop que tu as commencé à, à développer. Parce que la première chose qui frappe, évidemment, en lisant le livre, c'est que l'autostop, on s'est dit, tiens, l'autostop, quand est-ce que j'en ai fait pour la dernière fois et même, quelle est la dernière fois que j'ai croisé un autostoppeur? Avant, on en voyait dans chaque voyage. Maintenant, de temps en temps, on le distingue au bord de la route comme une anomalie. Parce qu'effectivement, il y a Blablacar qui est énormément cité. Il y a ces systèmes de covoiturage-là, donc, du coup, avec un remboursement d'argent, qui font que l'autostop est un peu sorti de nos horizons. Donc ça, c'est le premier aspect dont j'aimerais te parler, c'est-à-dire cette désuétude, a priori, de l'autostop. Qui n'est pas sans charme, mais qui est en même temps un anachronisme. Est-ce que, puisque tu disais le pratiquer encore, est-ce que enfin, l'avoir pratiqué pour le livre notamment, est-ce que tu t'es senti anachronique en le faisant? Est-ce que voilà, est-ce que d'ailleurs on t'a peut-être posé la question, les gens qui te prenaient en stop en disant vous faites encore du stop? Alors, j'avais vraiment oui, une grande conscience que c'était désuet, que c'était fini presque le stop d'une certaine façon, enfin, en tout cas comme mode, comme phénomène de société. Et j'ai un peu lutté contre une inquiétude que j'avais, que ça colore le livre tout entier de quelque chose d'obsolète en quelque sorte, d'une couleur un peu comme ça, nostalgique. Et à tel point que je me suis trouvé plusieurs fois à discuter avec des gens qui me demandaient ce que j'écrivais un peu, des copains qui me disaient mais alors t'en es où, c'est quoi ton bouquin en ce moment, celui sur lequel tu bosses, et je racontais que j'avais un autostoppeur comme ça s'appelait même, tu le disais un peu tout à l'heure, je pense qu'on n'en a jamais parlé, mais tu disais que toi tu l'appelais l'autostoppeur parfois en pensée, le livre, et ben ça a été son titre de travail pendant longtemps. Donc, et quand je disais ça aux gens, je voyais bien que sur leur visage il y avait un peu de perplexité, voire de consternation à se dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il me disait mais tu veux pas au moins qu'il fasse Blablacar parce que c'est tellement c'est fini, c'est ringard le stop. Et, 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 euh, et bon, moi je voulais absolument pas que ce soit Blablacar parce que ça change tout. Blablacar c'est complètement différent. Blablacar c'est très bien. Blablacar c'est sans doute l'avenir, même pour la planète et tout. Mais ça change tout. On s'organise, on sait qu'on a rendez-vous. Il y a un échange d'intérêts. On peut même mettre des commentaires après coup sur celui qui nous a pris ou sur le passager qu'on a pris. C'est très encadré. C'est le contraire du hasard, c'est le contraire du risque pris de ne jamais arriver à destination ou de tomber sur quelqu'un avec qui on ne s'entendra pas du tout ou avec qui ça se passera mal. Il y a un abandon au hasard dans le stop qui était justement ce qui m'intéressait. Donc pour moi, c'était hors de question qu'il fasse Blablacar simplement. Et je me suis dit, au fond, allons-y sur le stop, assumons-le pleinement. Et ça fera un personnage délibérément un peu décalé, comme d'un anachronique, enfin justement, comme tu le disais, et du coup avec aussi ce que ça produit, l'anachronisme de questions. Moi, je trouve ça toujours intéressant
de faire apparaître dans le réel, enfin dans un univers romanesque qui correspond quand même à peu près à celui de la France contemporaine, un personnage anachronique, parce que du coup, il se comporte en fonction de. Il, il croit à des choses auxquelles les autres croient peut-être plus forcément. Il a des gestes, des envies qui sont un peu décalés, mais qui du coup heurtent aussi les autres et joue un rôle un peu de révélateur, en fait. C'est tout le principe, par exemple, de Don Quichotte. Don Quichotte, il croit encore au roman de chevalerie à l'époque où c'est complètement fini. Mais du coup, ça produit des choses, en fait. Ça produit des situations qui sont éloquentes, malgré tout, sur le monde sur le monde qu'on raconte. Et là, moi, voilà, j'avais envie de quelqu'un qui soit dans la confiance, jamais dans la peur, dans une sorte de conviction que tout va bien se passer, et au point d'être un peu effarant pour les autres. C'est pas les choses qui dominent dans notre société, cette confiance, cet a priori que voilà que l'autre, celui qu'on prend, l'étranger, comme ça tout va bien aller. Il y a beaucoup de peur souvent et tout. Et donc lui, il était délibérément pas là-dedans. Euh, J'avais envie de ce choc un peu. Et du coup, ce hasard, effectivement, il en devient un professionnel, produire des situations. Alors, je déflore pas, mais effectivement, le livre est également très vivant à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'il y a énormément de récits pour le coup de stop, énormément d'inattendus, énormément de gens rencontrés et tous inattendus. Alors ça, c'est un des plaisirs du livre. Et puis, il y a aussi, moi, ça m'a frappé, c'est l'endroit où ça se produit. Bon, évidemment, Cortázar a déjà fait un livre là-dessus, mais il est quand même longuement question des aires d'autoroute. Lieu a priori apoétique et qui moi m'intéresse du coup parce que lieu très 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 partagé. Et là c'est peut-être un autre endroit de ton écriture aussi qui me semble se relier à ce que tu as pu faire notamment dans le journalisme au Tigre, c'est-à-dire d'essayer de s'intéresser à l'ensemble de ce que nous présente le monde. Et l'heure d'autoroute me semble extrêmement représentatif de ça, c'est-à-dire que c'est à la fois un lieu extrêmement horizontalisé, extrêmement normalisé et en même temps c'est là qu'il se produit le l'aléatoire, le hasard que provoque l'autostoppeur. Et il y a plusieurs questions là-dedans. C'est-à-dire que ton intérêt pour l'aire d'autoroute, il y a presque des pages entières là-dessus. Est-ce que l'allusion à Cortázar, elle est juste ou pas? Et est-ce que ce lieu, dans tout son paradoxe que j'évoquais quand je disais apoétique a priori, t'intéresse particulièrement? Est-ce que je mets le doigt sur quelque chose à cet endroit-là? Pourquoi des aires d'autoroute? Qu'est-ce que ça a de si intéressant? Non, mais complètement. La référence à Cortázar, pour moi, elle est très importante. Enfin, je veux dire, et c'était un livre qu'on adorait avec toute l'équipe du Tigre, Les Autonautes de la Cosmoroute. Donc, c'est Voilà. un des plus merveilleux récits de voyage où ils sont dans leur camping-car et ils font Paris-Marseille en s'arrêtant sur toutes les aires d'autoroute. Et la seule contrainte qu'ils se sont donnée, c'est de ne jamais quitter l'autoroute pendant un mois. Ils dorment ils les font toutes. Et bon, moi, c'est un livre que j'adore, que je trouve merveilleux d'inventivité, d'humour, et aussi d'observation de notre monde, en fait. Parce que ça, bien sûr, c'est quelque chose qui pour moi est très important. C'est ça que j'aime aussi chez des écrivains comme, je sais pas, Jean Rollin, Philippe Vassé, enfin, le fait d'essayer de raconter, pas, là, par exemple, puisque ça se passe en France, pas la France éternelle, des monuments, mais en fait la France dont on fait l'expérience tout le temps, en fait, et on passe un temps bien plus important dans des aires d'autoroute qui sont un peu toutes les mêmes, beaucoup plus que dans des cathédrales ou dans des abbayes. Et donc, moi, je trouve qu'il faut essayer de raconter ce qu'on voit, ce qu'on vit, l'expérience qu'on fait d'intérêt ouais, du monde autour de nous. Donc, c'est vrai que pour moi, j'avais envie qu'il y ait des scènes, y compris des scènes importantes du livre, qui se passent là, ouais, au milieu des machines à café, du bruit des enfants qui courent à droite à gauche, des snacks qui sentent pas bon. Voilà, j'ai envie de raconter ça, bien sûr. Pour moi, et voilà, ça contrebalance le fait qu'il y a un autostoppeur qui est des années 70, peut-être, je sais pas. Moi, je veux raconter les aires d'autoroute d'aujourd'hui. Et il y a aussi comme allié de cet autostoppeur et comme aptitude qu'il développe un rapport fort à la carte.
à la carte manuelle, mais surtout Google. Enfin voilà, là aussi, Google Earth est un des éléments du récit, comme ça l'était déjà dans un de tes précédents livres dont j'aimerais parler un peu plus loin si on a le temps. Comme tu as cité quelqu'un comme Philippe Basset, qui est quelqu'un qui a travaillé autour des cartes aussi. C'est un objet paradoxal, fascinant, à la fois plastique et là, il y a aussi une politique de la carte. Il y a des longs passages sur les cartes et sur ce qu'elles recèlent d'informations et de mystères à la fois. Ouais, moi, je crois que ce qui me fascine toujours, mais comme beaucoup des auteurs là, dont on vient de parler, c'est la carte comme espace de projection, de fantasme. Et j'aime ne pas en rester là. J'aime tout d'un coup la sorte d'effet de falaise, d'infinie déception qu'il y a quand on va derrière de l'autre côté de la carte et qu'on va faire l'épreuve du réel, quoi, avec ce qu'il a de. Voilà, même là, il y a dans le livre, c'est vrai que l'autostoppeur, au bout d'un moment, il se dirige beaucoup en fonction des noms de villes et de villages. Il veut aller voir Suzanne parce qu'il adore la chanson de Leonard Cohen. Je sais pas, il va aller voir Grasse, Bonne Rencontre, Beau Soleil. Et puis quand on arrive là-bas, ce que j'ai fait, ce que je me suis amusé à beaucoup faire quand même, je suis pas allé dans tous les villages cités dans le livre, mais je me suis beaucoup baladé. Il y a toujours le même effet à la fois de déception parce que Suzanne, c'est un petit village comme un autre. Voilà, il y a l'église du village, la place, le café qui a fermé, comme dans à peu près tous les villages. Et en même temps, ce nom Suzanne, il irradie un peu partout. Il n'y a pas que de la déception, ça vient comme une aura charger tout l'espace autour de soi d'une rêverie. On cherche des indices partout et on en trouve, du coup, comme on en cherche, on en trouve ça. Il y a quelque chose qui nous met dans une disposition d'affût, d'écoute amplifiée. Et c'est ça que je trouve intéressant, en fait, dans ce jeu entre la carte et le réel. Pour moi, voilà, on parlait de Philippe Basset, c'est tout le principe de son livre, un livre blanc, où il va voir les zones laissées en blanc sur les cartes de la région parisienne, et quand il arrive, presque toujours juste des palissades, de chantiers, un terrain vague. Et en même temps, c'est l'endroit on a fait, on a marché, on a enjambé toutes sortes d'obstacles pour arriver, pour venir voir ce qu'il y a là. Et voilà, c'est un personnage comme ça, l'autostoppeur, qui est animé de cette fascination-là pour la représentation du monde via la carte, et puis le monde derrière. C'est la même chose avec l'écriture. Enfin, on écrit, on le construit, et puis hop, après, il y a le réel. Oui, comme chez Vasset. Et du coup, j'en viens à ce livre que j'évoquais, qui est un livre ancien chez toi, qui est paru chez Léo Cher en 2009, 2010, enfin avant les romans, en fait, proprement parlé. Il y a eu quand même les matinées d'Hercule, mais c'était plus des formes. Ce livre s'appelle Tanganyika Project. Alors moi, je milite pour qu'il soit réédité un de ces jours par l'Arbalète, mais je suis pas éditeur. Hein, tout ça, c'est des. J'aimerais bien. Et effectivement, tu cites un livre blanc de Philippe Vasset. Il m'a beaucoup marqué pour les mêmes raisons. C'est un livre qui décrit, je vais le faire très vite, mais qui décrit un projet qui avorte, un projet plastique où tu tentes de raconter l'Afrique par ces fameuses écritures qu'il y a partout en Afrique, enfin, ces lettrages colorés partout autour de soi. Et du coup, ça devient un projet poétique, presque un projet abstrait, enfin, je veux dire, voilà, un projet d'installation, de tenter de décrire le monde par les inscriptions qu'on voit, des panneaux publicitaires ou autres. Et évidemment, c'est un impossible, parce qu'il y en a trop, enfin, la moindre rue, du coup, ça produit du trop-plein, et c'est le récit, un peu comme le livre blanc de Basset, de l'échec d'une expérience conceptuelle par rapport au monde. Et ce qui apparaît, et là aussi, comme dans la déception des terrains vagues un peu moches de chez Philippe Vasset, ce qui apparaît, c'est le réel dans son ordinaire, mais aussi dans sa beauté. Donc il y a ce livre-là que peut-être tu peux réévoquer si tu veux bien, mais de là, je le lis moi à l'expérience que fait l'autostoppeur en lui-même, c'est-à-dire qu'il met en place des projets presque conceptuels, toponymiques, comme tu l'as dit. Il va voir des villes selon pas l'ordre alphabétique, mais en tout cas selon leur nom. Il les ordonne comme des mots, et puis après il les investit dans le réel. Et finalement, la construction que ça produit n'est pas si importante, puisque ce qui compte au bout du compte sont les gens qui l'y rencontrent. Et donc, il y a
ça m'intéresse et c'est pour ça que je cite Tanganyika Project, qui me semblait presque voilà descriptif de ça, qui est que l'écriture ou l'art, c'est mettre des formes en place, échafauder des constructions extrêmement complexes, extrêmement conceptuelles, qui sont nécessaires, sans doute, à des formes, pour élaborer quelque chose, à l'intérieur de quoi, au final, ce qui compte, c'est que ça produise de l'espace, du temps, de la rencontre avec autrui. Oui, moi je pense qu'il y a à la fois il y a à la fois un bonheur à échafauder comme ça des dispositifs, à rêver de ce qu'ils vont pouvoir attraper comme des filets qu'on jette à la mer. On prépare avec vachement de soin toutes ces mailles, tout. On se dit, allez, on va voir ce qui arrive. Et en même temps, il y a un bonheur aussi de savoir d'avance que ça va échouer. En fait, je pense qu'il y a un vrai bonheur de se fracasser contre le monde parce que c'est quand même aussi assez heureux de constater et reconstater qu'il est toujours beaucoup plus riche, beaucoup plus vaste, ouais, beaucoup plus immense que tous nos gestes un peu dérisoires pour en rapporter quelque chose. Et donc, oui, moi, l'autostoppeur, c'est un personnage un peu comme ça. Il y a quelque chose de. Je parlais de Don Quichotte, mais c'est comme ça aussi chez dans toutes les démarches qu'on vient d'évoquer. Il y a quelque chose de la folie, d'un fantasme impossible où on part, en fait, on part la bouche en cœur, le sabre au clair, je ne sais pas comment dire, j'aime pas c'est pas une métaphore guerrière, enfin, mais en tout cas, on part comme ça, on y va en se disant, allez, et on sait qu'on n'en reviendra pas, en fait. Et donc, il y a oui, je pense qu'il y a une jubilation de ça, je vois bien que je suis, même en art, dans l'art contemporain, ou même dans l'art brut, je suis toujours fasciné par la patience, par ceux qui ne dévient pas d'une sorte de programme, qui se sont tracés. Et le côté, je creuse mon sillon, et à la fin, ça aura fait un truc quand même. On le regardera, ce sillon, et il y aura quelque chose qui aura été. Ce sera peut-être pas un grand sillon, ce sera peut-être pas. Mais ça sera là, quoi. Et ça, je crois que ça me fascine, la patience, en fait. Et parce que je pense qu'on est beaucoup dans un monde où il y a toujours d'autres choses à côté. On zappe, on passe toujours d'une chose à l'autre. On est tellement vite appelé par d'autres choses. Ceux qui ont ceux qui ont la sagesse de rester comme ça, de continuer ce qu'ils ont commencé, je trouve que c'est très précieux. Je suis persuadé que ça va être de plus en plus précieux, ça, en fait. Donc voilà, l'autostoppeur, il est un peu comme ça, il essaie ça, en se perdant lui aussi un peu, bien sûr. Et c'est quelque chose que Sacha expérimente et apprend également, le narrateur. Hein. Donc Sacha, le narrateur à la première personne, qui écrit, se lance dans des projets. Alors il y a beaucoup de choses qu'il veut mettre dedans, du plastique. Voilà. C'est un projet un peu, justement, un peu énorme, dans lequel il prend plaisir d'abord à besogner, justement, à être là, laborieux, à essayer, à avancer, qui échoue à un moment et il le dit. J'avais quand même passé quelques mois à me rendre compte que cette idée n'était pas la bonne, ou je change un peu la formule, et ça n'est pas rien. Donc ça refait écho aussi à cet endroit-là, c'est-à-dire que les polarités différentes que sont l'autostoppeur qui part et Sacha qui reste communiquent par plein de biais. Hein. C'est aussi là que le livre n'est jamais manichéen, même s'il est orienté, comme on l'a dit au départ, et on va y revenir, sur ces deux questions de partir ou rester. Et c'est à ça que je voudrais en venir, mais pas encore, parce que le laborieux, c'est aussi quelque chose qui a rapport avec le temps. Et si ce livre nous décrit un autostoppeur qui parcourt un espace, en l'occurrence la France, dans tous les sens, de toutes les façons, qu'il est question, comme je l'ai dit, de cartes, comme on l'a vu, d'aires d'autoroute, donc de lieux visités, une des thématiques, un des motifs essentiels du livre, et à plein d'endroits, c'est le temps, le passage. On l'a dit tout à l'heure avec ce passé composé et le point à 40 ans, mais ça commence comme ça. Le narrateur, Sacha, nous dit 40 ans, une moitié de vie, on fait un peu le bilan, etc.
Et puis un peu plus loin, il est question du GPS. Encore une fois, on est sur des histoires de cartographie. Et presque texto, la formule, c'est le GPS, ça a l'air abstrait comme ça, mais en fait, ça convertit de l'espace en temps au bout du compte. C'est ces heures et ces heures d'autoroute. Et je me suis dit que c'était vraiment ce que produisait le livre aussi. C'est-à-dire que depuis une problématique spatiale, il nous permet d'aborder profondément, mais sans lourdeur, enfin voilà, sans ostentation, sans sentence définitive, parce que c'est une telle vaste question, enfin notre finitude, le temps c'est la mort au bout du compte, de nous poser la question d'être au monde dans un temps, c'est-à-dire se demander où on est-ce qu'on y reste ou est-ce qu'on s'en va, c'est se demander, me semble-t-il, où on en est du chemin parcouru et du chemin à parcourir, à l'échelle du temps. Je pense aussi que c'est une des dimensions, enfin, c'est les plus, qui m'intéresse le plus dans le livre, enfin, sur lesquels je me suis le plus penché, je veux dire, cette question du temps, effectivement, enfin, je voyais bien que c'était autour de ça que ça tournait sans cesse, parce que je crois que moi, c'est effectivement une des questions que j'aime le plus raconter, en fait. Comment est-ce qu'une vie passe? Comment est-ce elle se construit petit à petit, comme ça, avec des choses qu'on décide pas, simplement des choses qu'on constate après coup. Mais il est certain que là, c'est effectivement des personnages qui sont dans un moment un peu de bilan et qui donc regardent ce qu'ils ont posé comme acte, comme choix derrière eux. Donc, ils sont dans un âge qui effectivement est assez proche du mien. Oui, en écoutant ta question, moi, je pense qu'effectivement, ce qui les différencie aussi, c'est un rapport au temps très, très presque opposé. D'une certaine façon, Sacha, qui écrit des livres, lui, il est dans une immobilité qui fait que et dans une envie de construire qui fait que son temps est un temps qu'il essaie de remplir sur un mode volontariste. En fait, la question pour lui, c'est d'utiliser ce temps, d'en faire quelque chose, de pas laisser passer les journées sans rien faire. Enfin, il est dans un rapport laborieux, comme tu disais, au temps. Et donc, c'est un temps qu'on veut fécond, mais sur un mode délibéré. Finalement, l'autostoppeur, il est opposé à Sacha dans son rapport à l'espace, mais peut-être encore plus, effectivement, dans son rapport au temps. Lui, il est dans un temps qui est simplement c'est un temps qui est tout entier ouvert sur ce qui va advenir, sur ce qui va passer, ce qui va débarquer tout d'un coup dans sa journée. Alors que l'autre est dans un rapport qui essaie de remplir le temps, lui, il attend que le temps se remplisse, en fait. Peut-être un rapport beaucoup plus beaucoup plus sage. Il n'y a pas longtemps, je relisais vendredi ou la vie sauvage avec mes enfants. Et quel livre incroyable quand même et le moment où vendredi débarque et où il fait sauter toute l'île de Robinson. Et lui, il est justement dans ce temps où on accueille simplement, on laisse venir et on verra bien, on va dans le hamac parce qu'on a envie d'aller dans le hamac. Ça m'a énormément marqué. C'est marrant, la relecture de ce livre, je me disais, waouh, tout ce que ça aborde, et donc voilà, peut-être que Sacha, il est plus, il épargne son temps. Il a un truc un peu comme ça. L'autostoppeur est dans une pure dépense. Je veux pas du tout dire qu'il y en a un qui est plus sage que l'autre, parce que l'autostoppeur, il a aussi quelque chose voilà, d'une rigidité très grande par sa peur de vieillir, sa peur de changer, sa peur de. Lui aussi, il a quelque chose dans l'envie de toujours rester libre, de toujours de pas se trahir. Finalement, il a une forme de rigidité aussi qui est peut-être le contraire de la sagesse. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien de manichéen, effectivement. Les deux se complètent. Plus on les scrute attentivement, plus c'est toujours un peu plus compliqué que ça. Et effectivement, l'autostoppeur, comme tu es en train de le dire, ouais, il est également, c'est pas juste un ermite, un sage, quelqu'un de libre qui est débarrassé des conventions. Il l'est en partie, mais il est également compulsif, comme tu le dis. C'est-à-dire qu'il va presque à contre-cœur parfois. Il s'oblige lui-même. Exactement. Ouais. Mais il ne fuit pas. Et ça, il le dit aussi. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui
il laisse son foyer. Et ça, c'est le paradoxe du livre qui a intéressé beaucoup de gens, par lequel souvent on entre. Donc, je ne veux pas l'éluder, mais il est quand même très intéressant aussi. C'est-à-dire qu'il l'affirme, hein, c'est en tête d'un chapitre. Je ne sais plus s'il le dit à la première personne ou si c'est retranscrit, mais ce n'est pas fuir. Ce qu'il fait, s'en aller comme ça, c'est pas juste, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui fuit. Puis son obligation Pour ou moi, son foyer. c'était effectivement parce que pour moi, c'était important que ce soit pas simplement une pure figure d'une sorte d'égoïsme, enfin d'individualisme forcené qui dit non, je ne serai dépendant de personne, donc il vit avec Marie, il a un enfant avec Marie et donc c'est vrai qu'il y a dans ce personnage quelque chose de très cruel parce que quand même il abandonne un enfant. Enfin, donc moi j'avais besoin que en tout cas, on l'enferme pas dans simplement un schéma assez classique quoi, de personnage qui veut rompre, qui veut s'en aller, qui supporte plus les contraintes de la vie. C'est pas un personnage comme ça. Et j'avais envie il soit heureux avec Marie, que ce soit un père qui profondément aime son fils, mais qui soit comme tiraillé entre cet amour-là et l'envie malgré tout de rester. Enfin, il n'avait pas envie de n'appartenir qu'à eux, en quelque sorte. C'est toute la question d'une sorte de supplément enfin, c'est le mystère en fait pourquoi certains partent alors qu'ils ont tout quand on dit toujours mais qu'est-ce qui va pas pourquoi t'es pas heureux, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que c'est cette chose que certains cherchent en plus ou qu'est-ce que peut-être aussi que ça a à voir avec la peur qu'un certain bonheur atteint s'use, c'est que c'est quelque chose aussi d'un peu superstitieux d'envie d'éviter que les choses s'abîment et donc de devancer ça. Il n'y a pas de réponse à ça, le livre ne donne pas de réponse à ça, mais en tout cas, c'est cette énigme-là, l'énigme de ce genre de départ-là que le livre creuse un peu. Ouais. Merci. Tu sais que Le, oui, ça fait 35 minutes qu'on parle. J'avais on s'était dit qu'on parlerait une petite demi-heure, donc on a dépassé un peu. Il y a encore, de toute façon, il y en a encore, c'est bien. Il y a encore d'autres sujets à creuser. Le livre est, je trouve, infiniment riche. Nous n'avons pas parlé de cet art des dialogues et de la façon dont ils sont très importants. On aurait pu parler longuement de littérature, mais c'est peut-être d'ailleurs là-dessus que je vais te laisser le dernier mot, parce que le livre a aussi la particularité de citer plus que d'habitude la littérature, parce qu'il s'agit du travail d'écriture de Sacha au début. Il déballe sa bibliothèque, et donc les livres sont nommés plus que tu as l'habitude de le faire, mais l'un en particulier, hein, qui est aussi au cœur de l'intrigue. C'est un auteur dont je connaissais le nom que de très loin, ça donne très envie de le lire. Et je me suis dit que ça pourrait être un beau passage que de finir là-dessus et de te laisser nous en redire un mot, parce que tu allais, ben, voilà, dans ces franges entre le réel et la fiction, tu allais vérifier qu'il existait bien. Ce nom me disait quelque chose, mais voilà, c'est un auteur italien édité en France apparemment, donc on peut trouver ses livres. Et je te propose comme mot de la fin de nous dire en quoi, dans le contexte du livre, mais peut-être en général, Marco Lodoli est-il important? Marco Lodoli, donc. Alors, moi, c'est effectivement un auteur que j'aime énormément. Ses livres sont publiés chez POL. Ils sont traduits par Louise Baudonna. Et moi, le livre, alors il y a Les Prétendants que j'avais énormément aimé. Et puis ensuite, j'ai lu Les Promesses. Et ça m'a ébloui, Les Promesses, comme livre. J'ai trouvé ça merveilleux. Et donc, je me suis dit que Marie, qui est la compagne de l'autostoppeur, et qui est un personnage absolument central du livre, sans doute celui presque dont je me sens le plus proche en fait. Elle est amoureuse de l'autostoppeur d'abord et puis ensuite de Sacha. Elle est un peu entre ces deux, au carrefour de ces deux
possibilités de vie très, 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 très différentes. Et donc, elle, je me suis dit que j'avais envie qu'elle traduise un livre que j'adorais. Donc, elle traduit les promesses qui sont déjà traduites dans la vraie vie. Hein, voilà. Elle retraduit notamment la dernière nouvelle. C'est 3 romans, les promesses. Et le dernier roman s'appelle Vapore. C'est l'histoire d'un magicien qui est très amoureux, et qui a un fils aussi, et qui malgré tout, petit à petit, s'en va. Qui petit à petit s'éloigne. Il s'en va faire ses tournées de magicien. Il revient à chaque fois un peu cabossé. Et puis, il s'en va de plus en plus. Et un jour, ça se met là aussi à abîmer son histoire. Et il y a le personnage de femme dans l'Odoli est magnifique. Cette femme qui est amoureuse de ce magicien un peu foireux, et qui en même temps a l'immense grâce du magicien. C'est-à-dire que le magicien, c'est celui qui sait faire de rien le beau. Enfin, il sait avec 3 bouts de ficelle rendre la vie merveilleuse. Et donc, il a l'art suprême en quelque sorte. Et elle l'aime pour ça, même si elle sait que c'est que de la fumée, c'est que des bouts de ficelle, justement. Et c'est pour ça que ça s'appelle Vapor, et il s'appelle Vapor. Et donc, ça m'avait vraiment bouleversé, ce récit. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie qu'elle le traduise, et que donc elle traduise une histoire qui, elle, lui donnait presque avant tout le monde le mot de la fin. Elle savait en lisant l'Odoli ce qui allait se passer dans sa vie à elle. Et elle était la seule à le savoir. Donc voilà. Et puis comme j'adorais ce livre, je me suis dit je vais le faire traduire à un personnage dont je me sens proche. Enfin voilà, ça va me rendre très proche de ce personnage de Marie. Je vais pouvoir, dans sa bouche, elle va dire combien c'est beau l'Odoli. Voilà. Et je sais que Marco Lodoli, donc son prochain livre va sortir en septembre. J'en connais pas encore le titre, mais dans la traduction française par Louise Boudonna va sortir là en septembre. Chez POL toujours. Ok. Ouais. Et ben voilà, une belle annonce pour la suite. Merci beaucoup, Sylvain. Merci à On va couper l'enregistrement là, et à très vite à Marseille ou ailleurs aussi en vrai, mais à Marseille peut-être déjà l'année prochaine, enfin pour une prochaine édition. Merci beaucoup de tes réponses, et l'aventure continue, puisque c'est un livre qui ne cesse de s'ouvrir au fur et à mesure qu'on le lit et le relit. Merci.